De tous les membres de l'équipe. Est-ce que tout le monde est d'accord pour cet enregistrement? Oui. Oui. Bien, Oui, d'accord. excellent. Donc, on va commencer notre présentation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de présenter notre étude de cas intitulée Proposition de transformation du transport ferroviaire des passagers dans le corridor Québec-Toronto. Donc, c'est un travail qui est réalisé dans le cadre du cours MGP 7121 de planification contrôle opérationnel de projet, sous la supervision de notre professeur Jocelyn Turgeon à l'université de Luco. Donc, ce travail a été préparé par le groupe C qui est composé de Christelle, Louis-Alexandre, moi-même, Issam, Kofi et Luc Bertrand. Notre présentation porte essentiellement sur le projet Alto, un train à grande vitesse qui cherche à réinventer la mobilité ferroviaire canadienne dans le corridor le plus achalandé du pays, c'est-à-dire Québec, Montréal, Ottawa et Toronto. Euh, Kofi, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? D'accord. Donc, le projet Alto, c'est un projet qui vient comme une réponse directe à la congestion des routes, à la saturation aussi des aéroports et à l'urgence climatique. Donc, le gouvernement fédéral souhaite d'une manière ou d'une autre moderniser le réseau de transport interurbain en lançant un train à grande vitesse électrique, alliant la performance, la durabilité et bien sûr l'accessibilité à tout le monde. Donc, c'est un projet qui est conçu par la société d'État Alto en partenariat avec le consortium Cadence sous l'autorité de Transport Canada. Ce projet offrira aux voyageurs une alternative rapide, pratique et aussi respectant la nature aussi verte. Il promet aussi une réduction des temps de trajet, donc avec des vitesses qui peuvent aller jusqu'à 300 km à l'heure, une hausse importante de la fréquence des départs et surtout une diminution notable des émissions de gaz à effet de serre. Mais ce projet d'envergure doit aussi composer avec des contraintes financières, réglementaires, environnementales et sociales, notamment les consultations autochtones et le respect des échéances ambitieuses fixées par Ottawa. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, ce projet se distingue par quatre composantes essentielles et majeures. La première, c'est l'infrastructure majeure, près de 1000 km de voies électrifiées, exclusivement réservées aux passagers. Une performance exceptionnelle, c'est des trains, comme j'ai dit au début, qui peuvent atteindre la vitesse de 300 km à l'heure, garantissant des temps de trajet réduits entre les grandes villes. Une mobilité durable, c'est un réseau entièrement électrifié visant une réduction significative des gaz à effet de serre. Et enfin, un consortium expert, un partenariat entre Cadence du groupe CDPQ Infra, euh, Realis, Sistra, Kelios, l'SNCF, Voyageurs, Air Canada, apportant une expertise internationale solide. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour comprendre la complexité du projet Alto, selon le PMBOK, la complexité d'un projet découle de la multitude d'éléments interreliés et de la diversité de ses acteurs. Bien sûr, le projet Alto est un partenariat exemple car il conjugue plusieurs défis techniques, politiques, sociaux et financiers inédits au Canada. La complexité directionnelle. Chaque décision concernant les arrêts, la vitesse ou le phasage redéfinit la nature du projet. La complexité structurelle, la variété d'acteurs, de normes et de contraintes crée un réseau d'interdépendance dense et enfin une complexité technique, électrification de pratiquement 1000 km de voies, vitesse élevée et règles de sécurité ferroviaire strictes exigeant un haut niveau d'ingénierie et
aussi de manipulation de nouvelles technologies très complexes. Donc, cette complexité impose une gestion rigoureuse, adaptative et intégrée. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le contexte VUCA, donc volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, caractérise pleinement notre projet Alto. Donc, pour la volatilité, les priorités politiques, budget et soutien populaire peuvent varier rapidement. L'incertitude, la rédaction communautaire, conditions géotechniques et imprévus environnementaux demeurent toujours possibles. La complexité, la coordination technologique et réglementaire inédite entre des dizaines de partenaires. Et enfin, l'ambiguïté, la vision divergente entre rentabilité financière, équité régionale et mission publique. Donc, la réussite du projet repose donc sur une gouvernance agile et une réévaluation continue des risques. Je cède la parole à Monsieur Louis pour la suite de la présentation. Merci beaucoup. Passons maintenant à la définition du périmètre du projet. Déjà, le périmètre, ça détermine ce qui est inclus et exclu afin d'éviter toute dérive du projet. Notre objectif principal, c'est d'établir un réseau de trains à grande vitesse rapide, fiable et durable, qui va relier les grandes villes tout en desservant les communautés intermédiaires. Donc ce qu'on retrouve dans ce périmètre, ça va être 1000 km de voies électrifiées, des gares modernes et des systèmes de signalisation, des trains performants, des consultations autochtones et publiques ciblées. Ce qu'on peut retrouver en exclusion, ça va être par exemple le transport de marchandises et des projets, que ce soit routiers ou aériens. Passons à la prochaine slide. Dans cette slide-là de structuration du périmètre en phase, on va retrouver 3 phases. Dans la première phase, la phase d'étude et de planification, qui durera environ 5 ans, on a des analyses d'impact environnementaux, des faisabilités, des consultations et des approbations réglementaires. Dans la seconde phase du projet, la phase de construction, on va retrouver la réalisation des voies, des gares, des équipements de sécurité et des systèmes électriques. Dans une dernière phase, l'exploitation, on va avoir l'exploitation du réseau par le consortium Cadence, où alors chaque partenaire va assumer un rôle qui lui est spécifique. Donc une telle séquence va garantir contrôle, conformité et efficacité dans le déroulement global de notre projet. Slide suivante. Passons donc maintenant au contrôle rigoureux du périmètre. Donc le contrôle, il va s'exercer sur 3 grands axes. La gestion du changement d'abord, où toute modification, que ce soit l'ajout d'une gare, des extensions, des ajustements techniques, fait l'objet d'une analyse de coûts, des délais et impacts. On a également la suivi de la performance avec des KPI axés sur la vitesse, la fréquence, la fiabilité et la réduction des GES. Et ensuite la communication transparente, où on va avoir des concertations continues avec les citoyens, des autorités et des acteurs locaux. Donc là, l'objectif de ce contrôle, c'est un projet qui est maîtrisé, crédible et socialement accepté. Passons à la slide suivante. On regarde ici l'analyse FFOM de notre projet. Dans les forces, on va pouvoir retrouver une vision nationale, une mobilité durable, un consortium robuste avec plusieurs acteurs internationaux et un impact économique sur la région impactée par le projet. Dans les faiblesses, on va pouvoir retrouver des coûts élevés, des délais longs, des dépendances aux fonds publics, mais également une certaine rigidité du périmètre. Dans les opportunités, on va retrouver par exemple la transition écologique, le leadership international et des innovations technologiques. Dans les menaces, on retrouve une opposition citoyenne, des oppositions potentielles citoyennes, des dépassements budgétaires, des retards réglementaires ou des incertitudes politiques possibles. Donc cette analyse elle démontre la nécessité d'une planification prudente et évolutive pour notre projet de voie ferrée. Passons à la slide suivante et je laisse la parole à Christelle. Merci de me passer la parole. Le projet Alto est-il vraiment agile? Là est la question que nous allons aborder dans cette partie. Cette question nous invite à évaluer si la démarche d'Alto correspond à une gestion agile, traditionnelle ou hybride. Bien qu'il intègre certaines pratiques flexibles, Alto demeure structurellement un méga projet d'infrastructure fortement planifié.
Alors, pour répondre à cette question, nous avons tout d'abord défini l'agilité en gestion de projet. Un projet est qualifié d'agile s'il est géré avec une approche flexible, itérative et centrée sur l'adaptation continue. Ces principes sont clés. Les principes clés, autant pour moi, nous avons la livraison incrémentale, l'adaptabilité aux besoins réels, la collaboration transversale et la création de valeur pour des parties prenantes. L'agilité s'oppose à la planification en cascade et favorise la réactivité face au changement. Slide suivante, s'il vous plaît. Par la suite, nous avons identifié les éléments agiles présents dans le projet ALTO, à savoir le partenariat public-privé dynamique, favorisant innovation et souplesse. Nous avons également identifié le processus d'acquisition compétitif, laissant de la latitude au consortium pour proposer des solutions originales. Nous avons également la phase de développement itérative intégrant feedback citoyen et autochtone sur 5 ans. Pour terminer, nous avons l'amélioration continue des services existants de Via Rail. Cette dimension, autant pour moi, illustre une forme d'agilité adaptée à un contexte public. OK. Mais malgré ces éléments, Alto reste fondé sur une logique traditionnelle. Parce que nous avons également identifié des éléments qui montrent que Alto n'est pas un projet agile pur. Notamment, nous avons le cycle en V et planification séquentielle. Nous avons des livrables lourds et jalons fixés. Nous avons des procédures réglementaires strictes et des budgets et délais peu flexibles. Ces contraintes limitent l'adaptabilité caractéristique de l'approche agile pure. Slide suivante, s'il vous plaît. Nous avons pour conclure que le projet ALTO est un projet qui adopte une approche hybride par sa planification rigoureuse et les livrables déterminés qui s'apparentent aux phases classiques, ou encore par ses ajustements selon le terrain et ses consultations qui font relation à un aspect agile. Merci, je passe la parole à mon collègue Kofi. Merci. Identification et cartographie des parties prenantes. En s'appuyant sur la matrice pouvoir-intérêt, les acteurs se répartissent ainsi. Pouvoir fort intérêt. Gouvernement du Canada, la Banque d'investissement du Canada, le consortium Cadence et les municipalités. Fort pouvoir et faible intérêt. On a les communautés autochtones et les groupes écologiques. Faible pouvoir et fort intérêt. On a Via Rail, les citoyens et les fournisseurs. Faible pouvoir et faible intérêt. On a les concurrents du transport routier et aérien. Au niveau de l'analyse des parties prenantes, cette analyse a été faite sur la base des intérêts et de pouvoir de chaque partie prenante que nous avons identifié tantôt. Donc, en fonction de son niveau de pouvoir et de ses intérêts, les parties prenantes ont été disposées sur la matrice des parties prenantes. Alors, comme on peut le voir, ici, le gouvernement du Canada, par exemple, a l'intérêt, par exemple, d'améliorer la connectivité entre les grandes villes, réduire les émissions de carbone, stimuler l'économie. En termes de pouvoir, ils ont un pouvoir assez élevé et c'est le déclencheur ultime et le propriétaire du projet et le principal fournisseur. Comme je le disais tantôt, l'analyse des parties prenantes s'est faite sur la base de la matrice des pouvoirs et intérêts. Et donc, le gouvernement du Canada ayant un pouvoir fort
et un intérêt fort se trouve dans la partie orange de la diapo, de la matrice, je veux dire. Au niveau de la gouvernance du projet, le modèle VSM, le Viable System et modèle de Stratfor-B apporte une vision systémique de la gouvernance du projet. Il identifie 5 systèmes essentiels. 1. Politique et identité, orientation stratégique du gouvernement. 2. Intelligence de développement, veille prospective et innovation. 3. Optimisation et contrôle, gestion des phases de construction. 4. Coordination, alignement entre les partenaires du consortium. 5. Opération et exécution exécutive des travaux. Gouvernance du projet. Le modèle VSM. Complément. Ce modèle vise la viabilité organisationnelle en assurant un équilibre entre stratégie, information et action. Chaque système agit en interaction pour garantir l'adaptabilité et la résilience du projet dans un contexte changeant. Structure de gouvernance et responsabilité. Cette structure s'articule en 3 niveaux. Niveau stratégique, gouvernement du Canada et Transport Canada. Vision, budget et réglementation. Au niveau tactique, on a la Banque d'infrastructure du Canada, financement, suivi des risques, contrôle budgétaire. Et au niveau opérationnel, on a le consortium Cadence, conception, construction, exploitation et maintenance. Cette hiérarchie favorise une chaîne de responsabilité claire et cohérente. Cela dit, je passe la parole à mon collègue suivant. Merci Kofi de me passer la parole. Parce que nous allons parler maintenant de la planification des communications externes. La stratégie de communication avec les parties prenantes est répartie en 3 groupes. Dans le premier groupe, nous avons les citoyens et communautés locales, à travers lesquelles se font des consultations publiques, mécanismes de retour continu. Dans le deuxième groupe, nous avons les communautés autochtones, à travers lesquelles nous avons le respect des protocoles culturels et accords par Ténario. Et dans le troisième groupe, nous avons les médias et grand public, à travers lesquels se font les conférences de presse, les rapports trimestriels et les présences en ligne. Les principes directeurs de communication sont les suivantes. Nous avons la transparence absolue, écoute active des préoccupations, adaptation des messages aux différents publics et réactivité face aux enjeux émergents. Slide suivant, s'il vous plaît. Dans le cadre du contrôle et suivi de la performance du projet, nous avons identifié les indicateurs clés de performance, les indicateurs techniques et les indicateurs environnementaux et sociaux. Dans le cadre des indicateurs clés de performance, ces indicateurs incluent la vitesse cible qui est une vitesse maximale à 300 km/h. Nous avons 1000 km de voies électrifiées et 5 ans de phase de développement. En ce qui concerne les indicateurs techniques, nous avons un pourcentage d'avancement de la construction des voies, le nombre de gares complétées et opérationnelles, fiabilité des systèmes électriques et de signalisation, la conformité aux normes de sécurité ferroviaire. En ce qui concerne les indicateurs environnementaux et sociaux, nous avons la réduction mesurée des gaz
à effet de serre, émissions de gaz à effet de serre, des taux de satisfaction des communautés consultées, le nombre d'emplois créés pendant la construction et les impacts sur le développement économique régional. Ces mesures garantissent la rentabilité, la performance et la durabilité du projet. Slide suivante, s'il vous plaît. En guise de conclusion, nous pouvons dire simplement que le projet ALTO incarne l'ambition d'un Canada plus connecté, plus vert et plus compétitif. Ces facteurs de succès reposent sur une planification rigoureuse du périmètre, une gouvernance à 3 niveaux robuste, un engagement constant des parties prenantes et une capacité d'adaptation aux enjeux émergents. Malgré les défis financiers et politiques, ALTO constitue un levier de transition écologique et économique historique pour le Canada. La collaboration entre le secteur public, le privé et les citoyens sera déterminante pour faire de ce projet un symbole du Canada du 21e siècle, un pays où la mobilité durable devient réalité. Nous remercions pour votre écoute attentive par rapport à cette présentation et à bientôt.